Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute. Bonjour Inès et merci beaucoup de ta visite sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Je suis super contente de t'inviter. Bonjour Delphine, écoute, moi aussi je suis particulièrement heureuse d'être là, surtout que c'est vraiment un beau podcast, donc merci beaucoup pour cette invitation. Je t'en prie. Est-ce que je peux te demander, c'est la petite question du début, mais déjà de te présenter? Alors oui, bien sûr, je suis donc Inès Ami, je suis présidente et cofondatrice de Octolo.tech, qui est une solution legal tech qui permet de dématérialiser le secrétariat général des entreprises et des associations. D'accord. Alors moi, je suis un peu curieuse de savoir, parce que tu es très jeune, on peut dire ton âge, mais c'est pas moi qui vais le dire, mais je suis curieuse de savoir comment tu t'es retrouvée à la tête d'une legal Oui, tech. tout à fait, bon, j'ai 27 ans. 27 ans, ok, donc vraiment très jeune, à la tête d'une legal tech quasiment à la sortie de l'université, quoi. Quel est ton parcours? Parce que c'est quand même pas si commun. Effectivement, les gens sont quelquefois un peu étonnés par mon âge. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que bien sûr, je suis accompagnée par des personnes qui sont plus expérimentées que moi. De toute façon, je pense que c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est de savoir se faire, accompagner. Ouais. Alors moi, j'ai un parcours vraiment très simple. J'ai fait mes études de droit à Assas, de la L1 au master 2. J'ai fait un master 2 de propriété, littéraire, artistique et industrielle. Et j'étais, dès le départ, assez, intéressée par l'innovation. Pendant mes études, tous les ans, dès le départ, des stages en cabinet, en entreprise. Et il se trouve qu'en master 1, j'ai fait, ce qui devait être au départ un simple petit stage, d'1 mois dans une legal tech qui se lançait, dans le domaine, aussi, de la gestion des entreprises. Et il se trouve que ce petit stage d'1 mois était en fait, Le un stage de gros ta vie. démarrage, puisque finalement j'y ai travaillé, pendant, presque 2 ans, donc plus en stage, en CDI, hein, je tiens à préciser. Et en fait j'ai adoré, j'ai énormément découvert de choses. En particulier, j'ai pu être incubée par, enfin donc la start-up a été accompagnée par un incubateur, de la BNP Paribas qui s'appelle le Y. On a aussi été à Station F, qui est donc, le grand, accélérateur, de Ouais. start-up, en France. Et en fait, ça m'a appris énormément de choses, ça m'a beaucoup donné envie d'entreprendre. Mais m'en tenant à mon plan de départ, j'ai passé le CRFPA puis le CAPA. Et en janvier 2020, je suis retournée voir les investisseurs de la première start-up en leur disant que, j'avais un projet entrepreneurial et je voulais leur en parler. Et en fait, ils ont été, enthousiasmés, ils m'ont dit, ils m'ont soutenue, ils m'ont accompagnée, ils m'ont aidée. Et voilà, et je suis là aujourd'hui, Octolo, ça fait maintenant donc, presque 3 ans qu'on bah non, ça fait 3 ans, c'est la fête aujourd'hui. Bah ouais, Ça fait 3 ans qu'on l'anniversaire. existe. Exactement. Quel meilleur anniversaire que de le passer avec toi, Delphine. Bon, Et et c'est comme ça que j'ai monté Octolo. En fait, c'est parti d'un principe de base assez simple. Que ce soit en entreprise ou en cabinet, j'ai constaté qu'il y avait énormément de tâches qui devaient être, qui étaient en fait une perte de temps, qui devaient être automatisées. En particulier, par exemple, dans le domaine là qui m'intéresse, le secrétariat général, une start-up qui va voir son avocat pour, tenir par exemple, ses, assemblées générales. L'avocat, ça ne l'intéresse pas beaucoup parce que ça lui prend beaucoup de temps, c'est très répétitif, à moins qu'il y ait réellement des sujets juridiques, tels qu'une levée de fonds par exemple. Et du coup, il va renvoyer vers l'expert comptable. Or, les assemblées générales ont lieu de mars à juin et l'expert comptable, il a autre chose à faire de mars à juin parce que c'est la période d'approbation des comptes. Et en fait, comme toutes ces tâches doivent être automatisées, finalement, ça se retrouve souvent entre les mains, d'un stagiaire ou d'une stagiaire. C'est pas forcément bien fait. Souvent même, on en fait l'impasse. Et dans le cas des startups, et ça, c'est ce que j'avais énormément constaté dans mon expérience entrepreneuriale, beaucoup de startups ne tiennent pas leur juridique. Et le jour où elles lèvent des fonds, c'est la catastrophe. Et voilà, ça a été le postulat de départ, d'Octolo. Et quand tu dis elles ne tiennent pas leur juridique, ça signifie quoi?
Ça signifie que souvent, elles découvrent plus ou moins l'existence, des assemblées générales ou elles savent que ça existe, mais elles se disent que c'est pas pressé et puis quand tout d'un coup, il y a 4 ans de Oui, ça juridique à devient rattraper, l'urgence de... Ouais. c'est l'urgence, surtout dans le cadre d'une levée de fonds, par exemple, où il y a énormément de travail. Je parle des startups, mais ça a été, en fait, ça a été notre, disons notre cible de départ. On a énormément travaillé avec des startups et au fur et à mesure, on a élargi nos services, pour proposer, maintenant même à des grands groupes, d'automatiser une partie de leur, secrétariat général. Donc, Octolo, c'est quoi exactement? C'est quoi la particularité par rapport aux autres Legal Tech qui apportent des services de secrétariat juridique? Bah, j'invite tout le monde à aller faire un petit tour sur notre site, octolo.tech et ils constateront tout de suite que notre logo est un peu spécial, c'est un poulpe, vert. Oui. Et pourquoi un poulpe? Parce qu'en fait, un poulpe, c'est un animal, l'un des animaux les plus intelligents de la planète, étonnamment. Il a, 8 pattes, 9 cerveaux et un seul corps. Et en fait, c'est un peu le principe de notre plateforme. On va réunir, sur une unique plateforme l'ensemble des services nécessaires à la dématérialisation du secrétariat général. Le but étant, de pouvoir s'adapter à tous les cas, comme le poulpe qui change de couleur, de taille, de forme et cetera. Et voilà, en fait, ce qu'on fait avec Octolo, c'est de proposer et il me semble que c'est l'une des tendances les plus importantes en ce moment de la legal tech, c'est qu'il va falloir on va proposer l'ensemble des services sur une unique plateforme. Quand je dis l'ensemble des services, c'est, la première chose, j'espère ne pas trop, rentrer dans le détail juridique pour, les éventuels auditeurs qui ne connaissent pas forcément le sujet. Mais par exemple, la première chose qu'on va faire pour une entreprise, c'est, tenir la table de capitalisation et la liste des mouvements, liés à l'actionnariat. C'est-à-dire savoir qui a des actions dans la société, quand il les a eues, comment il les a eues, qu'est-ce qui s'est passé avec ces actions. Oui. Ensuite, on va aussi tenir la liste de tous les éventuellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance, des comités, même des CSE, c'est-à-dire les comités des salariés. Et on va organiser toutes les réunions, en lien avec soit les assemblées générales pour l'actionnariat, soit, les conseils et comités. Sachant qu'on va avoir, directement toute la liste des personnes qui sont prêtes, la prise en compte de leur droit de vote qui va permettre de calculer automatiquement les quorums, les majorités et cetera. Et sur Octolo, on va automatiser, les documents, on va envoyer les convocations, par courrier ou par mail. On a un partenariat avec la Poste là-dessus. Ensuite, les personnes vont avoir un espace personnel pour se connecter, pour accéder aux documents, pour voter, donner procuration. Et le gestionnaire va pouvoir suivre tout ça en live. Les réunions peuvent se tenir sur place, à distance ou en hybride. Et ensuite, automatiquement, on va créer le procès-verbal, la feuille de présence, qui peuvent être éditables, etc. Et puis, après tout ça, on va proposer une data room pour stocker tous les documents, bah, ceux qu'on a créés, et puis tous les autres documents possibles et éventuellement les partager, les signer. Voilà. Et en D'accord. fait, tous ces outils, c'est des outils qui sont déjà proposés par différentes startups, mais sans les mettre en lien. Et nous, notre particularité, c'est que bon, déjà, on va assez loin dans la personnalisation et l'adaptation des services, mais surtout, on va tous les automatiser ensemble de manière à ce que le gestionnaire ait tout qui soit réuni à un seul endroit et que sur une unique plateforme, l'avocat, l'expert comptable, le juriste, le dirigeant d'entreprise, les actionnaires puissent, et même les salariés puissent communiquer, échanger et avoir accès aux données liées, à l'actionnariat de l'entreprise. Ouais, pour éviter de multiplier les outils ou alors que justement il faille créer des liens entre les différents outils existants, C'est c'est ça, ça? éviter de multiplier les outils, éviter, de devoir, reparamétrer à chaque fois des outils différents, éviter de devoir se former sur plusieurs outils différents. Nous, c'est extrêmement simple, c'est très intuitif. C'est d'habitude effectivement ce que les gens aussi adorent sur notre plateforme. C'est vraiment très simple, on est guidé. Il y a un accompagnement, à tout moment par nos équipes, si besoin, avec un chat qui est accessible et en fait, c'est extrêmement fluide et effectivement, toutes les parties prenantes peuvent se retrouver dessus. Et on Alors, peut gérer une simple société ou un groupe ou un cabinet peut gérer plusieurs sociétés depuis un seul compte. alors, on l'a tous remarqué, hein, la pandémie a fait en sorte que les entreprises ont pas mal digitalisé leurs services. À ton avis, pour quelles raisons elles sont poussées à digitaliser le secrétariat juridique, hormis la pandémie qui a eu lieu? Alors, la première chose, c'est que déjà la loi a pas mal évolué et a permis peu à peu de digitaliser, les services. C'est le cas d'ailleurs, c'est la base de beaucoup de créations de Legal Tech. Par exemple, au départ, c'était, l'envoi de convocations par mail, qui était déjà une première chose. Ensuite, il y a eu la mise en place du vote en ligne. Ensuite, il y a eu, la reconnaissance de la signature électronique. Tout ça puis ensuite, enfin, la tenue des registres, en ligne.
Tout ça, ça permet de si la loi a mis ça en place, c'est parce qu'il y avait déjà un intérêt et parce qu'on s'est rendu compte de la nécessité de simplifier la tenue du juridique, des entreprises puisque, bon, c'est effectivement important, même essentiel d'avoir, cette vue, ce suivi de tout ce qui s'est passé dans l'actionnariat de l'entreprise, ce suivi surtout des décisions. Mais il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui prend un temps, énorme puisque ça n'a pas non plus énormément de valeur ajoutée. Et ça, les gens s'en rendent bien compte. C'est des actions qui sont importantes, qui sont essentielles, mais qui sont extrêmement répétitives. Et du coup, les gens cherchent bien sûr à optimiser. On voit aussi que, les directions juridiques, par exemple, sont de plus en plus prises par énormément de tâches, donc elles cherchent à optimiser. Je pense que tu iras dans mon sens, cherchent à optimiser au maximum, le travail, à faire. Alors c'est aussi un des impacts de la pandémie, mais il y a beaucoup de télétravail, certaines personnes ont déménagé. Dans le cadre, de la tenue de l'actionnariat, souvent, par exemple, pour des startups, il va y avoir des actionnaires qui sont à l'étranger, des fonds d'investissement américains, par exemple, et cetera. Et tout ça, ça va nécessiter, de pouvoir, être adaptable, pouvoir, accéder aux informations facilement, et pouvoir surtout maintenir, la décision au sein de l'entreprise quoi qu'il arrive, y compris si, de nouvelles crises, économiques, sanitaires, ou autres, venaient à impacter, la marge de l'entreprise. Voilà. D'accord. Et je crois que vous avez une spécificité qui est haute, c'est que vous vous intéressez particulièrement aux bailleurs sociaux. Tu peux nous en parler un peu? Comme, toute entreprise, ils doivent, tenir, leur actionnariat, leurs assemblées générales, mais déjà, ils ont quelques petites particularités, légales au niveau du calcul des votes, par exemple, qu'on prend en compte. Mais et ils tiennent énormément de réunions, beaucoup de comités, beaucoup de commissions. Par exemple, la commission qui s'appelle les Caléoles, c'est-à-dire, les commissions pour, choisir les locataires. C'est des commissions qui vont se tenir tous les mois avec, les maires, les préfets, les représentants, du bailleur social, et cetera. Et en fait, il se trouve que c'est des entreprises qui ont souvent, 100 ans, par exemple, et qui ne se sont pas du tout, dématérialisées. Il y a déjà, de la même manière, des lois qui sont intervenues pour permettre de dématérialiser, pour obliger à optimiser, les services administratifs des, bailleurs sociaux. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de bailleurs sociaux qui ont dû se recentrer et se réunir, pour, former des entreprises plus importantes, par obligation de la loi et pour, centraliser leur administratif. Hem et avec la pandémie, ils se sont retrouvés complètement bloqués. Ils avaient aucun outil et comme c'est, des entreprises où, il y a aussi des personnes publiques qui participent et de toute façon, c'est des entreprises qui quand même par essence sont assez, françaises, elles avaient besoin d'avoir, des outils, qui répondent à certaines problématiques spécifiques, à, certaines normes de sécurité et qui, permettent de stocker les données en France, et cetera. Et en fait, nous, on était vraiment l'outil tout trouvé puisqu'on leur permettait, de créer n'importe quel conseil ou comité, sur la plateforme, sans avoir à changer, d'outil justement, d'inviter n'importe qui à se connecter vraiment très facilement où qu'il soit et par ailleurs, on répond aussi, bien sûr à, énormément de normes, de sécurité. Toutes nos données sont stockées en France, tous les éventuels prestataires qu'on utilise sont français, même si majoritairement, c'est développé, dans l'entreprise, directement. Voilà et en D'accord. fait, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à leur proposer notre service. Ça s'appelle Octolo Habitat et c'est, Octolo mais adapté aux bailleurs sociaux. Ça a été très simple de l'adapter pour eux puisque, j'ai facilement pris en compte le droit, applicable. Et on a pris contact avec un expert comptable qui est spécialiste des bailleurs sociaux depuis 30 ans et qui connaissait très bien les problématiques et les besoins et qui nous a permis du coup de développer, Octolo Habitat. Voilà. D'accord. Et alors depuis, je crois que donc tu l'as dit tout à l'heure, donc 3 ans. Donc comment a évolué Octolo justement depuis 2020? J'imagine que vous avez grossi, que vous avez. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, en fait, on a commencé à 3 déjà. Aujourd'hui, on est 7 salariés. Le produit de départ, c'était vraiment à janvier 2020, en mars, il y a eu la période des assemblées générales, donc le produit de base, c'était vraiment les assemblées générales et on s'adressait énormément aux startups. Oui. Finalement, crise sanitaire oblige, on a eu, bien plus que des startups. On a eu très bon cas, pour commencer. Et mais du coup, quand même, le produit de base, il était très centré sur les startups. C'est aussi d'ailleurs pour ça que notre solution se veut très simple et très facilement compréhensible puisque c'est pas forcément des professionnels du droit au départ. Et au fur et à mesure, on a
augmenter nos services, augmenter la taille de nos clients. Et effectivement, aujourd'hui, donc, on propose une plateforme qui est bien plus complète qu'en 2020, heureusement, qui continue d'être de plus en plus complète puisqu'on rajoute à chaque fois des nouvelles briques, des nouveaux services. Et puis, on a donc effectivement des clients de plus en plus importants, avec en particulier des cabinets d'avocats et des groupes de sociétés. Bon, tu nous as un peu dit, vous étiez 3, vous êtes 7. Quels sont les profils en fait recherchés chez Octolo? Parce que j'imagine que, enfin, toi, t'es juriste à la base, mais évidemment, il faut une équipe diversifiée. Chez Octolo, aujourd'hui, on a des profils. Alors, on a une bonne partie, c'est des profils, ce sont des profils tech, donc des développeurs, sachant que le CTO, donc le chef de la technologie chez Octolo, est au départ un expert en sécurité. Et on a aussi un développeur qui vient de l'école 42, par exemple. La petite particularité, c'est que forcément, il a fallu les former au fur et à mesure aux spécificités du droit pour leur faire bien comprendre ce qu'ils étaient en train de développer et les besoins des clients. Ils sont devenus vraiment très forts. Franchement, j'adore. Ouais, parce que c'est quand même particulier. Enfin, il faut effectivement être très bon en tech, mais il faut quand même comprendre le milieu dans lequel, Exactement. voilà. L'avantage, c'est que les développeurs aiment bien les règles et les choses qui sont carrées. Alors, le droit, ça fonctionne quand même assez bien. Même s'il y a un peu trop d'exceptions à leur goût. Mais, Oui, parce que ça, c'est euh, beaucoup de développement, les exceptions à chaque fois. Donc ça doit moins leur plaire. et ensuite, bon, ils aiment bien les défis. Et justement, c'est effectivement aussi quelque chose qu'on cherche en startup, c'est les gens qui aiment les défis, qui aiment innover, qui aiment, euh, Trouver des qui aiment solutions, trouver les être. solutions. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Bien sûr, la deuxième chose, et c'est peut-être même ce qu'il y a de plus difficile, c'est qu'on cherche et on a des profils qui ont une double casquette. Il faut connaître le droit, donc éventuellement enfin, forcément d'ailleurs, quasiment une formation juridique est vraiment très appréciée. Et puis, si possible, il faut avoir, par exemple, une formation en école de commerce, donc un double diplôme. Alors, un de mes associés, par exemple, a un master à Assas en droit et a fait l'ESSEC. Mais bien sûr, on ne cherche pas que des profils comme ça. Et la problématique aujourd'hui, c'est que trouver des personnes qui ont un double diplôme et qui sont prêts à se lancer dans une start-up avec les risques potentiels que peut inclure une start-up et les sacrifices aussi que ça peut inclure, il n'y en a pas forcément. Alors, tout le monde dans la legal tech, finalement, fait des petites adaptations. C'est-à-dire que soit on va trouver un profil juridique, soit on va trouver un profil en école de commerce et on va investir dans la formation La de formation, ces ouais. personnes. Et de toute façon, il me semble que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quand on commence à travailler, Oui, on peut pas de tout toute façon, savoir et il faut, voilà. il faut toujours se former et c'est réellement un état d'esprit et la première chose qu'il faut avoir, c'est vraiment une passion et une envie de découvrir. Oui, et puis j'allais Voilà. dire, même au-delà du premier emploi, il faut vraiment, enfin, la formation continue, c'est vraiment crucial, hein, Ouais. mais ok. Et je crois que vous avez des problématiques aussi RSE au sein de votre projet. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Alors oui, effectivement, tu es bien renseignée. Il y a une chose qui me tenait à cœur, c'est d'intégrer justement des problématiques RSE dans notre activité. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel. Tout le monde est concerné par les problèmes sociaux, sociétaux et écologiques. Et l'inclure dans le cœur de notre activité, ça me semblait vraiment important. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a choisi de faire d'Octolo une société à mission. Donc on a défini ensemble un certain nombre de problématiques qu'on souhaitait résoudre et intégrer dans notre raison d'être et dans nos objectifs. Alors déjà, une petite parenthèse, ça a un premier intérêt, c'est que ça va nous permettre de conserver un petit peu, disons, notre âme de départ. C'est-à-dire que c'est aussi le fait d'avoir une raison d'être, le fait d'avoir des objectifs fixés dans nos statuts, c'est quelque chose que des éventuels investisseurs verront tout de suite et Hmm. donc qu'ils doivent prendre en compte dans Dans le, le dans projet le, global, quoi. dans C'est la- dans le vraiment. projet Ouais. global. Voilà, exactement. Et la deuxième chose, c'est que justement, on parlait tout à l'heure d'embaucher les personnes. Ça permet aussi de vérifier que les personnes sont bien alignées avec nous. Et du D'accord. coup, nos objectifs, il y en a plusieurs, il y en a 6 en fait, très exactement. La première chose, c'est qu'on souhaite créer un numérique responsable.
C'est la raison pour laquelle on s'est engagé dans le cadre d'un impact environnemental diminué de notre code. Donc on a mis en place un certain nombre de choses. Là aussi, l'un des défis de nos développeurs. La deuxième chose, c'est d'optimiser nos services pour le bas débit et l'accessibilité numérique. Au fur et à mesure, on cherche à améliorer l'accès à la plateforme, par exemple, par des personnes qui sont malvoyantes. La troisième chose, ça c'est normal, on souhaite s'engager pour simplifier et fluidifier la prise de décision pour les entreprises et pour les associations, promouvoir le dialogue et la concertation. On s'engage aussi à favoriser et promouvoir au maximum l'actionnariat salarié et la parité. Et d'ailleurs, moi-même, je suis très engagée dans un collectif qui s'appelle Sista pour l'entrepreneuriat féminin. Et D'accord. enfin, on cherche au maximum à aider les créateurs d'entreprises. Donc, D'accord. on a mis en place ça c'est des objectifs généraux, et on a mis en place au fur et à mesure un certain nombre d'actions dans le cadre de ces objectifs. Et tu peux nous donner un exemple d'action que vous menez? Oui, bien sûr. Déjà pour les jeunes créateurs d'entreprises, on fait des tarifs pour les aider justement à s'y retrouver. Ça, c'est Ça, une c'est bonne un truc de action. base. La deuxième chose, c'est par exemple, je parlais de l'optimisation du code. L'une des grosses problématiques du secrétariat général, c'est que ça demande énormément de papier. On envoie des convocations à tout le monde en 500 papiers, etc., en 500 pages, voilà. Nous, lorsqu'on le fait sur la plateforme, au lieu de créer 500 copies d'un même document avec simplement un nom qui change, les développeurs ont mis en place un système qui fait qu'il n'y a qu'un seul document en réalité qui existe et qui est conservé sur nos serveurs, qui sont par ailleurs les serveurs les plus écologiques qui existent aujourd'hui en France. Alors là, on va élargir un peu le sujet, mais à ton avis, quelles sont les tendances des legal tech en 2023? Alors en France, en Europe, dans le monde, enfin comme tu veux, on élargit comme tu veux, mais c'est quoi les tendances actuelles? Alors, il me semble, après peut-être que j'ai un biais là-dessus, mais il me semble que la tendance, c'est quand même de plus en plus à proposer les services les plus complets possibles, puisque si au départ la legal tech s'est développée avec plein de petits services différents, on voit bien que les juristes et les utilisateurs ou les avocats ou autres n'ont pas envie de passer d'un outil à un autre et ont envie d'optimiser au maximum leur temps. Donc ça, je pense que c'est la première tendance, c'est peut-être la réunion d'acteurs de la legal tech et la création d'outils plus complets. Et la deuxième chose, et je pense que c'est pas non plus une tendance qui est nouvelle, mais qui est quand même de plus en plus forte, c'est bien sûr la mise en place d'outils de travail à distance et des outils collaboratifs pour prendre en compte justement les nouveaux modes de travail. En particulier dans le cadre du télétravail. La troisième chose, je pense qu'on entend tous de plus en plus parler des enjeux environnementaux du numérique, et il me semble que la Legal Tech devra bien les inclure dans ses développements. J'aimerais bien avoir Mhm. ton avis sur la formation justement des juristes. Est-ce que tu penses, parce qu'il y a eu le Grenelle il n'y a pas très longtemps, Grenelle Mhm. droit, est-ce que tu penses que la formation des juristes, elle est adaptée aujourd'hui pour faire face aux nouvelles problématiques qui apparaissent dans les entreprises, ou est-ce que tu penses qu'il y a des marges de Il y progrès? a eu aussi pas mal de débats ces derniers temps sur la question du juriste augmenté. Est-ce que la Voilà. formation suffit et une espèce d'opposition qui s'est faite entre les différentes formations. Alors déjà, première chose, je pense que je suis un bon exemple, enfin j'espère, du fait qu'une simple formation juridique peut permettre de faire bien plus que simplement être un spécialiste du droit sur un point particulier. En revanche, la formation telle qu'elle existe aujourd'hui, elle nécessite énormément de curiosité de la part des étudiants qui, s'ils le souhaitent, devraient au maximum Ouais. se former de leur côté. D'ailleurs, c'est toute l'utilité aussi de podcasts comme le tien qui permettent d'apprendre énormément de choses et de découvrir beaucoup de métiers. Je pense que les universités puisque c'est quand même l'une des formations de base en droit, les universités prennent conscience peu à peu de cette problématique. En tout cas, de mon point de vue, j'aurais énormément apprécié à l'époque avoir, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, avoir des bases aussi par exemple, en En tenue finance? d'entreprise, en tenue des comptes, en finance. C'est quelque chose qui peut être utile, y compris pour les personnes, par exemple, qui lancent leur cabinet ou qui travaillent dans des cabinets ou qui sont à leur compte. De ce point de vue-là, il manquait un peu de formation là-dessus. Et je regrette, alors moi je l'ai fait de moi-même et beaucoup le font, on fait des stages un peu comme ça pendant les vacances.
Mais c'est vrai qu'avoir un peu de formation pratique dans les entreprises, c'est quelque chose qui manque quand même dans les formations et qui Oui. permet aux étudiants, pour certains, de comprendre aussi qu'il y a des skills qui sont nécessaires en dehors simplement des connaissances juridiques et que la personnalité de chacun et la manière d'interagir dans une entreprise compte aussi beaucoup. Voilà. Mais Ouais. effectivement, en revanche, il y a une chose que l'université ne peut pas apprendre. L'université est là pour former l'esprit, mais dans tous les cas, il faut de la curiosité et l'envie d'en savoir plus. Est-ce que tu peux, pour finir, je sais pas, me dire un petit mot sur ce que tu as pensé de ce podcast et sur Tout droit tout simple en général? Tout d'abord, merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé de venir, mais merci aussi je sais que c'est énormément de travail pour toi de faire ça à côté de ton métier qui est déjà extrêmement prenant. Merci beaucoup parce que je pense que c'est d'une grande aide aussi bien pour les professionnels que pour les étudiants. Ça permet de découvrir des nouvelles choses et effectivement, c'est le meilleur moyen de remplir, de répondre à la curiosité des uns et des autres. Donc merci beaucoup, je trouve ça vraiment formidable. Merci à toi d'être venu. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi sur Octolo et plus généralement sur les Legal Tech, tout ce qu'elles vont me permettre dans l'avenir et puis aussi sur la formation des juristes. C'était super intéressant. Donc merci à toi. Et puis je te dis à bientôt et tu reviens quand tu veux. À bientôt, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!